Dans votre structure Fosséa, vous soutenez différentes ONG et projets tels que Sea Shepherd, Longitude 181 et Our Project de Paddy. Comment faites-vous cela? C'est toujours une question de volonté. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire on finance beaucoup d'associations. Je trouve qu'à l'extrême, on n'en finance pas tant que ça, parce que voilà, vous en avez cité trois. Le financement, c'est nos amis plongeurs qui viennent, qui payent bien sûr un service plongée. Et tout simplement, on a décidé que sur cette partie plongée, on reverserait une partie de ce qu'on reçoit à des associations de protection de l'environnement. Donc il y a Longitude 181. Pour Sea Shepherd, c'est relativement simple parce qu'on annonce tout simplement que par plongeur que l'on reçoit, on reverse 2 $. On le fait en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que les plongeurs savent qu'en venant chez nous, une partie de ce qu'ils vont nous régler sera reversée à l'association. Et étant centre Paddy, on se doit également de participer aux différents Project-Aware que met en place la marque Paddy. Donc le financement, je dirais, c'est toujours qu'une question de volonté et c'est pas le plus compliqué. Loin de là, même si on peut dire c'est utopique, je pense que tous les plongeurs aujourd'hui peuvent comprendre qu'en venant chez Fosséa, ils vont peut-être payer 5 $ le double tank plus cher que chez notre concurrent direct. Malgré tout, ils comprennent également que ces 5 $ vont servir à financer les différentes associations de protection de l'environnement. Est-ce que vous pensez que les clubs de plongée devraient faire ce genre de financement? Mais est-ce que ce n'est pas aussi se substituer aux parcs marins ou aux réserves qui prélèvent déjà des taxes? On peut le voir de cette manière. Nous, on a également un parc marin sur l'île de Cozumel qui prélève une taxe. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut se contenter justement que de cette taxe. Cette taxe du parc marin est gérée par l'État ici au Mexique. Je pense que tout centre de plongée peut participer et c'est toujours le même principe. C'est qu'on peut rendre aussi ce que nous donne la mer. On reçoit beaucoup de choses, la mer nous fait vivre parce qu'on emmène des plongeurs. Donc oui, tous les centres de plongée pourraient le faire. On n'est pas tous obligés de mettre 5 ou 6 $ par plongeur reçu. Même des centres qui pourraient donner que 1 $, voire un petit peu moins, permettrait de faire des petites rivières qui vont arriver à faire un grand fleuve. Il faut, je pense, que nous, professionnels du monde de la plongée, on participe en fonction de ses moyens dans différentes associations. Mais oui, à la question, tout le monde peut le faire. Donc si les centres éco-responsables reproduisent ces pratiques de financement, est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir une influence réelle sur la protection du milieu marin? Obligatoirement. Le nerf de la guerre, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est les financements et c'est l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit la personne ou l'association qui aurait les plus belles idées du monde, sans financement, aura du mal à les mettre en place. Si tous les centres de plongée participaient financièrement ou aidaient des associations, ça ne peut n'avoir qu'un impact super positif sur l'environnement et du coup pérenniser notre activité. Ça veut dire qu'on sait que dans 10 ans, dans 15 ans, on aura toujours des plongeurs heureux parce qu'on aura toujours un milieu marin qui sera là, présent et joli. Sinon, c'est vrai que si on fait rien, comment sera l'état de la mer dans 10 ou 15 ans? Ça, c'est la bonne question. Et est-ce que du coup, on pourra encore en vivre? Donc, à nous de nous donner le mal nécessaire pour y arriver et trouver les financements pour financer ces associations. Ici, nous sommes au Mexique. Est-ce que la population locale est sensibilisée ou y a-t-il encore beaucoup d'axes à améliorer? On va dire que ça a bien progressé. Les gens sont de plus en plus sensibilisés. On en parle de plus en plus de protection de l'environnement. Le fait d'avoir des requins bulldogs ici l'hiver, tout le monde a bien compris que c'était plus une source de revenus pour la région, pour le tourisme. Et maintenant, tout le monde est bien orienté et a bien compris qu'on devait protéger nos requins bulldogs ici en hiver. Donc oui, la sensibilisation se fait. On est loin d'arriver au bout du chemin. On voit qu'il y a une volonté de plus en plus grande, que ce soit aussi bien de la population locale et des autorités, d'aller dans cet axe de protection de l'environnement. Alors Didier, ça fait longtemps que vous êtes ici. Quelle est votre plus mauvaise expérience en matière de respect du milieu marin? Je vais revenir avec les requins bulldogs. Voilà, ça fait vraiment donc 9 ans que nous sommes maintenant aujourd'hui installés au Mexique. Et cette plongée requin bulldog est faite donc de novembre à fin février depuis 5-6 ans. Et c'est vrai qu'on a commencé, les centres de plongée, à en parler, à se mettre d'accord, à mettre un cahier des charges dont la manière de la faire, on préserve le milieu, on respecte l'animal. La chose qui nous a le plus déçus, c'est qu'au tout début qu'on a commencé à faire ces plongées, forcément on a commencé à en parler ouvertement qu'il y avait des requins bulldogs. Et il y a 4 ans, on a eu la mauvaise surprise sur une nuit, un pêcheur local est venu et a tué 7 requins bulldogs. La réaction immédiate était vraiment une grosse déception. Mais c'est vrai que du coup, ça a même
eu un deuxième effet, c'est de remotiver tout le monde et de reconcentrer tout le monde en disant voilà, à nous d'expliquer aux gens pourquoi. On ne peut pas juste dire aux pêcheurs c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Il faut également lui proposer autre chose. Donc c'est vrai qu'à plusieurs clubs, on s'est associés et à ce pêcheur, on lui a proposé tout simplement de dire oui, on va te demander d'arrêter de pêcher sur cette zone-là. Par contre, voilà ce qu'on va te donner en contrepartie. C'est du financement, c'est toujours le nerf de la guerre. Ça permet que le pêcheur a trouvé une autre activité et finalement que ce fameux pêcheur peut vivre également du requin. Et par ailleurs, quelle est la plus belle expérience que vous voudriez voir partagée et même voir étendue à d'autres endroits? Depuis 6 mois, sur cette année 2014, on s'est mis en partenariat avec un biologue qui est venu, qu'on connaît bien, avec qui on travaille justement sur quelque chose de différent, de tout nouveau. On avait déjà entendu parler de ça et on voulait l'essayer ici aux Caraïbes. Tout simplement, on a mis en place une nurserie pour les coraux. C'est une opération qui nous a coûté, je pense, dans les 80-100 $ au grand maximum. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un endroit qui était désert où on a mis en place 12 lignes de nurserie, de manière à ce que le corail, on puisse le réimplanter, le corail abîmé, et qu'il puisse se reproduire. On a fait ça il y a 2 mois maintenant, et quand on va sur l'endroit, la vie s'est recréée. C'est-à-dire qu'autour de ces nurseries, il y a des poissons, des barracudas qui viennent, des petits gobies. Toute la vie marine s'est recréée. Et l'idée de cette nurserie, c'est tout simplement que d'ici 15 jours, 3 semaines, on devrait pouvoir mettre en place une structure qui va ressembler à Chichén Itzá, de manière à recréer un récif artificiel. Pourquoi on emmène de plus en plus de plongeurs? Malgré toutes les protections qu'on peut essayer de mettre en place, explication, le plongeur ou quelques plongeurs abîment les récifs. C'est toujours de notre responsabilité de veiller à protéger un maximum. Et on trouve que cette solution du récif artificiel est quelque chose qui est simple, très peu coûteuse et qui pourrait être étendue partout. Merci beaucoup Didier pour ce témoignage venu de l'autre côté de l'océan.